Alors, je pense qu'on va continuer avec la présentation de Sylvain Munger. Alors, Sylvain Munger est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Sa thèse portait sur la géopolitique de la mondialisation en lien avec la hiérarchie de l'intelligence néolibérale et la métropolisation. Il s'est également intéressé à la cybernétique militaire avec les drones armés et les supersoldats. Il mène actuellement une recherche postdoctorale financée par l'Obvia et Ivado qui s'intéresse à l'imaginaire sociotechnique de l'IA. Alors, Sylvain, je te laisse la parole. Merci pour la présentation. Je vais faire un petit partage d'écran. OK. On dispose de 20 minutes, hein, c'est ça? C'est bien ça? Okay, super. Je vais me chronométrer pour être certain de ne pas dépasser. Bon, alors moi, je vais m'intéresser à la notion de guerre des intelligences que j'ai empruntée à Laurent Alexandre, tiré de son livre du même titre. J'entends ici un peu l'idée d'utiliser l'intelligence pour légitimer les hiérarchies de pouvoir et l'idée aussi de l'incapacité de l'intelligence biologique à rivaliser avec à concurrencer celle de l'IA. Je vais commencer par montrer comment l'équation entre l'intelligence et la domination, ça peut alimenter la peur qui est représentée là, dans la culture populaire là, de la superintelligence. J'ai donné un premier exemple, le film Matrix, on en a parlé un petit peu ce matin. J'ai travaillé peut-être deux idées, qui sont deux remarques sur le film. La première, c'est celle de l'obsolescence des humains, ce que Gunther Anders appelait la honte prométhéenne, c'est-à-dire le sentiment d'infériorité qui habite les humains du fait qu'ils ne sont pas aussi parfaits que ce qui a été fabriqué. Il y a une scène qui est particulièrement intéressante dans le film, c'est celle de l'interrogatoire de Morpheus par l'agent Smith. Je le cite. Évolution, Morpheus. Évolution. Comme le dinosaure, regardez par cette fenêtre, vous avez eu votre temps. Vous avez eu votre temps. Le futur est notre monde, Morpheus. Le futur est notre temps. On peut interpréter ça comme une démonstration que l'intelligence est indépendante de sa forme matérielle, c'est-à-dire ce qui compte un peu pour l'agent Smith, c'est l'histoire de l'intelligence globalement. Ça importe peu quelle est l'espèce qui va l'incarner dans le temps. L'humain, au fond, là-dedans, ce serait un peu comme une espèce de véhicule temporaire de l'intelligence qui l'a transporté le plus longtemps qu'il a pu et qui maintenant va poursuivre son développement au-delà du substrat biologique. Donc, l'humain, dans la matrice, n'est plus qu'un moyen. Il n'est plus qu'un moyen pour les machines de continuer leur développement et de la pire des façons en plus, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas un outil, ils ne sont plus un outil, donc plus ce titre-là, mais c'est vraiment, ils servent uniquement de source d'énergie, ils sont transformés en batterie. Un deuxième élément qui m'intéresse un petit peu plus et qui est un peu plus lié avec la question de la simulation, c'est comment, en fait, on peut voir la matrice comme étant une espèce d'emblème de l'utopie virtuelle. Le virtuel dans ce film-là, c'est le règne de l'indestructible, le règne de l'immortalité. On peut supposer que c'est ce désir de puissance-là qui anime aussi les rebelles. Vous avez, bien sûr, il y a le mal radical qui est incarné par les agents, qu'on peut voir dans le film. Lorsque les personnages ils tirent avec des armes à feu, ben, ils le font sur des créatures virtuelles. C'est justement l'impuissance des armes à feu qui se donne en spectacle parce que les agents comme tels, ils sont impossibles, ils sont indestructibles, on ne peut pas les tuer. Et c'est ça qui est démontré. Ils peuvent même aussi incarner toutes les personnes qui sont connectées à l'intérieur de cette matrice-là. Donc, ils ont un peu la faculté d'omnipotence aussi en même temps. Donc, insaisissable et indestructibilité. D'ailleurs, dès que des gens comme Néo qui s'éveillent, des rebelles, ils acquièrent des pouvoirs que leur confère le fait de se savoir évoluer dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir d'abord la connaissance de l'existence de la matrice elle-même pour pouvoir bénéficier de toutes les potentialités, les possibilités qui sont offertes par les réalités virtuelles.
Neo, on le voit dans le film, il peut maîtriser instantanément un temps d'arts martiaux en quelques secondes, ce qui prend normalement des années d'apprentissage. Il développe des super pouvoirs, on nous montre la télékinésie, la lévitation, le vol aussi, puis exécuter toutes sortes d'acrobaties qui parsèment les gunfights qui se produisent un peu ici et là dans le film. Il y a une force aussi qui est décuplée. Et en ce sens-là, la matrice, c'est un peu le chemin pouvant mener à l'utopie pour les humains. Ce n'est pas simplement une prison. Ça peut être autre chose qu'une prison. On nous raconte dans le film que la simulation, qui correspond un peu au monde de 1999, aurait pu être plus parfaite encore. De l'aveu de l'agent Smith, la trop grande perfection de la première matrice le fait échouer. Aucune souffrance, le bonheur parfait pour chacun, dit-il. Ce fut une catastrophe pour les récoltes, selon ses mots, parce que l'humain a toujours défini un peu la réalité comme un purgatoire, une souffrance, et le monde parfait ne peut donc pas exister autrement comme étant une forme de rêve. Donc, on peut se réveiller juste une fois que l'on est mort. Et c'est pourquoi la matrice a été reprogrammée sur de nouvelles bases, pour induire un peu plus de souffrance, rendre la vie humaine un peu plus réaliste, entre guillemets, ça veut dire d'être plus souffrante. Mais dans le film, justement, la vie en dehors de la matrice n'est pas très attirant. Vous avez déjà la nourriture dont, en fait, on utilise là pour la référence avec un bol de morve, littéralement. Vous avez aussi la dévastation matérielle et la noirceur aussi à la surface de la Terre. On ne voit plus le soleil, on ne voit plus la lumière. Donc, c'est une réalité qui est beaucoup plus fade et beaucoup plus dure que celle de la simulation. La trahison de Cypher, qui est un autre personnage qui fait partie des rebelles, le montre bien. Il préfère la servitude dorée lorsqu'il fait sa requête à l'agent Smith pour trahir les siens. C'est-à-dire qu'il préfère, lui, davantage la cage dorée de la société de consommation plutôt que l'ascèse révolutionnaire et la liberté austère de la réalité. Il fait le choix du mensonge, mais un mensonge vécu dans le confort, plutôt que la vérité vécue dans la souffrance. Quelle est la tâche de Néo, un peu, une fois qu'on a dit ça? Ce n'est pas d'échapper à la simulation, je pense que c'est une interprétation qu'on peut avoir, mais c'est de la défendre. C'est de la réparer, en fait, de l'humaniser en la libérant des machines. Au fond, ce qui est insupportable dans le fait d'être à l'intérieur de la matrice, ce n'est pas la simulation elle-même, c'est le fait qu'elle soit contrôlée par des machines. Donc, qu'elle soit contrôlée par une puissance extérieure à l'humanité. Et l'injustice à corriger, elle est là. Le film se termine sur une déclaration de guerre de Néo. Je cite, « Je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières, un monde où tout est possible. » Bien, le monde où tout est possible, je pense que ce n'est pas Sion, que ce n'est pas la réalité. Je pense que le monde l'univers de toutes les potentialités et de toutes les possibilités, de l'infini de ces possibilités-là, c'est celui de la matrice. Ce qu'il annonce, en fait, ce n'est pas la reconquête de la Terre, c'est la conquête de la matrice. N'oublions pas que Néo se libère une première fois avec l'aide de son ordinateur et non pas par la force de sa créativité personnelle, sa capacité à rêver. C'est son ordinateur qui lui permet d'échapper à son aliénation vécue à chaque jour. On le voit là, lorsqu'il se déplace à l'intérieur de la matrice, avant qu'il ne devienne Néo, là, on le voit avec son cravate, on le voit au bureau, on le voit interagir avec son patron, mais ce sont des symboles d'autorité et de discipline qui sont liés au travail, ça. Ce n'est que le soir, lorsqu'il est dans sa chambre, qu'il est seul, qu'il peut enfin s'évader de l'ordre social oppressif en utilisant sa double identité, donc son identité de hacker qui est pour lui une réalité un peu plus vraie. Donc, la puissance informatique signifie donc pour lui l'émancipation, pas la servitude. Et la liberté à laquelle il accède dans la matrice, c'est de ne plus être soumis à la loi de l'existence humaine, c'est-à-dire le temps, la pesanteur, l'espace, la vulnérabilité et la mort. Un autre film, Terminator, je vais m'intéresser juste au premier film, mais qu'on pourrait en dire davantage en utilisant toute la franchise au complet, là. Dans ce film-là, qui est sorti en 1984, vous avez une IA forte du nom de Skynet qui est inventée des dires
d'un des personnages par l'armée américaine qui envoie un robot à partir du futur pour tuer la mère du chef de la résistance humaine avant sa naissance. Terminator, c'est inspiré au départ, l'intention, c'est un peu de refaire un peu un film de monstre, c'est-à-dire c'est inspiré des slasher movies là, comme Halloween ou encore Massacre à la tronçonneuse. Et comme dans tout film de monstre, le monstre, il se révèle tranquillement dans le film, pas tout de suite, il n'est pas révélé dès le départ. Alors, le film fait un peu l'effet d'un striptease inversé, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on détruit le Terminator, il se déshabille parce que le monstre est caché, en fait, sous Schwarzenegger, qui est son vêtement. Et il lui faut disparaître toujours un petit peu plus pour mieux faire apparaître sa nudité de métal. L'image du corps post-humain venu du futur, qui est représenté par Schwarzenegger, c'est un physique qui est brutal, qui est puissant, qui est massif, qui a été acquis dans sa vie de culturiste. D'ailleurs, il écrit dans sa biographie que son intention, son idéal avant de se lancer dans ce sport-là, c'était pas d'avoir un corps lisse et raffiné, comme on voyait par exemple chez Tarzan ou chez d'autres personnages de fiction. Lui, c'était vraiment, il voulait être massif. Donc, il voulait prendre la masse. Et c'est cette expérience-là dans le culturisme qui va lui permettre de trouver son rôle le plus célèbre pour jouer un corps surpuissant venu du futur, que le réalisateur James Cameron va d'ailleurs comparer à un Panzer lorsqu'il va le voir, lorsqu'il va faire son audition. D'ailleurs, l'audition de Schwarzenegger, au départ, c'était pour jouer Kyle Reese, le protecteur de Sarah Connor, et non pas le Terminator comme tel. Il y a aussi le fait de son accent autrichien qui permettait en fait d'ajouter une couche de réalisme encore plus au Terminator parce que ça révèle un petit peu plus son imperfection comme être humain. Ça dévoile un côté un petit peu plus machinique avec son accent autrichien. On a là un corps qui est né du fantasme d'une pleine domestication de la machinerie humaine, ça c'est la musculature faite de chair et de sang, doublée d'un corps métallique qui signale, lui, la fin du biologique. Le film s'ouvre sur une image du futur. Vous avez un champ de ruines dévasté par le feu nucléaire, éclairé par une pluie de laser. On voit des crânes humains là, se faire, qui rappellent un peu une iconographie de l'Holocauste, se faire écraser par les chemins d'un tank. Et vous voyez ensuite le Terminator qui va atterrir littéralement au milieu des siens, en fait de ses ancêtres. On le voit apparaître au milieu de d'autres machines, donc des camions. Le Terminator annonce que la mort est le seul futur qui attend les humains. C'est une mort qui poursuit ses cibles en se déguisant en homme pour mieux infiltrer. On le voit bien dans la scène du nightclub, quelques images ici. Lorsque le Terminator pourchasse sa cible après la fusillade, on se retrouve à voir avec ses yeux à lui, avec sa vision. On voit qu'il est capable d'un effet de zoom, une espèce de contraction stéréoscopique qui lui donne un pouvoir surhumain parce que l'œil humain n'a pas cette capacité-là. Ses yeux sont une fonction de l'arme qu'il est. La séquence prise dans son ensemble, ça présente les 4 ordres du ciblage, c'est-à-dire l'alignement de la vue avec la ligne de tir, la visée, qu'on peut voir avec son pointeur laser de son arme, la mesure de la distance à une cible, la portée, la suivi, la prédiction du mouvement d'une cible, la poursuite, et la navigation dirigée vers la position d'une cible dans l'espace. On a là, en fait, une récapitulation de toute l'histoire militaire, si on veut. On a là une convergence entre la perception et la létalité, donc l'aboutissement de l'histoire du développement des armes à projectiles qui sont capables de frapper des adversaires à distance, où il s'agit d'aligner parfaitement la ligne de visée sur la ligne de tir, comme en témoignent plusieurs exemples, comme la fronde, l'arc, l'arme à feu ou encore le missile. Ici, l'arme qui frappe à distance, elle ne le fait pas simplement sur un plan géographique, elle le fait à travers le temps aussi. Quand il est blessé aussi, vous voyez des images un peu, mais quand il est blessé, le Terminator, on voit un peu sa chair pourrir. On le voit bien dans la scène du motel où le gérant se plaint même de l'odeur de sa chambre. Le masque charnel du Terminator affiche en fait la condition honteuse, la fragilité humaine, la décadence et le pourrissement de la condition mortelle. C'est assez clair. Quand le film fait succéder l'arrivée du Terminator, celle de Kyle Reese, qui est venu pour protéger Sarah Connor. Vous voyez dans le milieu ici. Là. Dans le premier cas, dans l'image en bas à gauche, ça c'est le Terminator. Lui, il arrive en silence, à genoux,
Il va se déplier méthodiquement, sans aucune éraflure. Dans le second cas, ben, lui, il va arriver, il arrive par terre, au sol. Il est déjà dans une espèce de corps chétif. Il est criant de douleur. Il est enfumé par les brûlures du voyage. Au fond, ce qu'on nous montre, c'est qu'il est quasiment déjà un cadavre. L'homme, c'est ce qui meurt chaque jour, alors que la machine, c'est ce qui ne meurt pas. Et si elle meurt, c'est seulement après s'être fait rentrer dedans par une voiture, passer dessus par un semi-remorque, après avoir été mitraillé, incendié, explosé et finalement écrasé sous une presse hydraulique. Matrix et Terminator ont un point en commun. Ce sont des représentations qui reproduisent une vision cybernétique d'origine militaire qui est inséparable du contexte de la guerre froide, qui a fait naître l'IA et qui fait partie encore de son héritage. Je vais essayer de montrer un petit peu comment. Un premier projet cybernétique avait été la tentative de développer un canon anti-aérien automatique. C'est-à-dire que le problème était le suivant, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la défense antiaérienne était largement inefficace. C'est-à-dire que les canons n'étaient pas capables d'atteindre les avions. C'est très, très différent que par rapport à la Première Guerre mondiale parce que justement, les appareils avaient vraiment gagné en vitesse et en manœuvrabilité. Alors, ce qui est l'important là-dedans, c'est lorsque vous tirez un canon antiaérien, ce n'est pas de tirer là où l'avion se situe. C'est de prédire là où elle va se situer dans le temps, dans 3 secondes, dans 4 secondes. Et un humain ne pouvait pas faire ça. Alors, on voulait essayer de développer une arme qui aurait été censée de pouvoir anticiper la trajectoire de l'avion et même les décisions du pilote. Ça ne verra jamais le jour parce que c'était beaucoup trop avancé pour l'époque. Mais l'intention, elle sera conservée. D'abord, ça va influencer, c'est à travers ce projet-là que le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, va développer un peu son concept de rétroaction qui va se poursuivre après. Mais aussi l'idée aussi de placer l'humain en dehors de la boucle des décisions, de la boucle de la circulation de l'information et aussi de l'exécution des opérations. Ce qui est en fait au centre, ce qui va rester au centre de la vision militaire tout au long de la guerre froide, c'est la volonté et l'effort d'essayer d'automatiser autant que possible le commandement et le contrôle. C'est pourquoi aussi l'ordinateur va jouer un rôle aussi central. Même qu'on peut dire que c'est la métaphore, c'est la technologie qui est un peu la métaphore de la guerre froide. On oublie un peu souvent que pendant les 20 premières années d'existence de l'informatique comme telle, c'est l'armée américaine qui va prendre le plus gros. En fait, c'est grâce à l'armée américaine qui va financer jusqu'à hauteur de 70-80% de, de tous les investissements dans l'industrie avant que l'industrie privée puisse prendre le relais un peu plus tard dans les années 70. Ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle aussi, pendant les années 60 et pendant les années 70 jusqu'aux années 80. Ce sera notamment le cas de la DARPA. Le problème était le suivant, c'est que dans la guerre froide, dans les 20 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on estime que la quantité d'informations qui doit être traitée par les organisations militaires explose, a fait x20 en fait. Donc, les organisations humaines ne peuvent plus absorber et ne peuvent plus traiter cette quantité d'informations-là, d'où le besoin de recourir à des calculateurs machiniques. C'est aussi particulièrement vital dans l'imaginaire de la guerre nucléaire. Lorsque vous êtes dans une logique de guerre nucléaire, il faut être capable de prédire toutes les actions et les réactions de l'adversaire. Autant que possible aussi, autant que possible, réussir à les préprogrammer. Ce serait l'idéal en vue d'une exécution ultra rapide, parce qu'on parle de les décisions critiques doivent être prises dans un horizon de près d'une dizaine de minutes. Donc, il faut aplatir autant que possible la hiérarchie du commandement pour que ce soit éventuellement, ultimement, une seule personne qui puisse décider de la marche à suivre et ensuite que toute l'exécution soit automatisée. La cybernétique, ça introduit un nouveau modèle pour représenter l'acquisition de connaissances telle qu'elle a lieu dans les circuits biologiques et informatiques. C'est-à-dire qu'on va faire le rapprochement entre un neurone biologique et les réseaux de neurones artificiels. Pour un neurone, il y a 2 états possibles. Soit c'est l'excitation, soit c'est l'inhibition. Donc, c'est les 0 et les 1 dans le langage binaire. Et
c'est un peu ce modèle cybernétique-là qui va impulser, propulser les systèmes d'IA actuels qui fonctionnent grâce au machine learning et les réseaux de neurones. Je parle un peu de la persistance d'une épistémologie de la confrontation qui naturalise l'intelligence comme le produit d'efforts soutenus pour résister, contrer et vaincre un adversaire présumé. C'est-à-dire qu'il existe dans le machine learning, en anglais, c'est les adversarial examples, exemples contradictoires, qu'on peut décrire comme un peu de l'opposition contrôlée. Ce sont des données qui sont trompeuses, c'est volontaire, qui sont spécialement conçues pour défier et déjouer les algorithmes en leur faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, si une chose doit être classifiée en tant que tel objet alors que ce n'est pas le cas. Les exemples contradictoires sont là pour induire des perturbations répétées sur l'IA qui sont créées dans le but d'offrir des opportunités pour augmenter la précision des modèles d'apprentissage. Et dans ce cas-là, toutes les erreurs, les échecs, les fausses données, les obstacles, les attaques, d'ailleurs, on parle d'attaques ciblées et non ciblées, il y a toute une terminologie militaire qui est intéressante dans la programmation elle-même, qui sont conçues, en fait, finalement, comme des étapes de croissance qui sont nécessaires au développement des systèmes d'IA. Le besoin d'un ennemi, qu'il prenne la forme d'un pilote adverse, de l'URSS, d'un missile ou encore d'un jeu de données, ça semble être une constance dans l'histoire de l'IA. Et Matrix et Terminator représentent un peu l'aboutissement, si on se projette très loin dans le futur, un peu de cette logique-là, c'est-à-dire qui amène en fait à aucun autre choix pour des intelligences de types différents, c'est-à-dire c'est la suprématie et la survie, et pas de coexistence possible. Je vais terminer avec un dernier point. La guerre des intelligences se déploie aussi dans nos sociétés. On parle beaucoup de société du savoir. On voit des mots comme talent, créativité, innovation, capital humain, mais c'est des mots qui sont associés à la méritocratie sans se demander si tout ça ne fait pas un peu le jeu un peu pour justifier une hiérarchie de l'intelligence. L'intelligence, ça représente la seule vraie distinction aujourd'hui. Et en être dépourvu, c'est le pire handicap. L'estime sociale, les positions de pouvoir, la prospérité, tout ça dépend un peu de la force de l'intellect qui est souvent cautionnée par l'éclat d'une formation technique ou universitaire. L'intelligence, peut-être l'inégalité la plus tolérée aujourd'hui, c'est ce qui est raconté un peu dans le livre de Michael Sandel que vous voyez ici. C'est-à-dire, on dit là-dedans que les diplômés ont autant de biais cognitifs que les non-diplômés, c'est juste que c'est la cible de la discrimination qui n'est pas la même. L'injustice sexuelle et raciale, ça, c'est réprouvé, mais l'injustice cognitive est perçue comme un manque d'effort personnel. Vous avez aussi Pierre Bourdieu qui parlait de racisme de l'intelligence pour désigner la justification de l'occupation sociale privilégiée par une prétendue supériorité intellectuelle. Il parlait d'un racisme qui était plus subtil, dont le pouvoir reposait sur des titres scolaires qui étaient censés être des garanties d'intelligence et qui ont remplacé un peu les titres de noblesse dans la politique d'aujourd'hui. Dans les années 2000, encore une fois présenté par Sandel, je vais terminer là-dessus, ce ne sera pas long, encore 30 secondes, il y avait 95% de la Chambre des représentants et 100% des sénateurs du Congrès américain qui étaient des diplômés universitaires, alors qu'il y en avait un quart dans les années 60 qui n'avaient pas de formation universitaire. Vous avez aujourd'hui les 2/3 des adultes américains qui ne possèdent pas de diplôme. Donc, vous avez un petit nombre de diplômés qui gouvernent la masse des sans diplôme. Vous avez aussi l'objectif intelligent qui est partout. Toutes sortes de bébelles aujourd'hui qui sont intelligents. Les voitures intelligentes, les montres intelligentes, les bombes intelligentes. On a la même chose dans la rhétorique des présidents. Le mot intelligent s'est prononcé 450 fois par Bill Clinton, 900 fois par Obama. Même que pour Obama, tout était intelligent. On avait diplomatie intelligente, politique étrangère intelligente, smart power, croissance intelligente. Pour faire un petit clin d'œil aussi, j'ai entendu récemment, plus près de nous, un politicien parler de déconfinement aussi intelligent. Donc, ça montre un peu à quel point nous sommes peut-être programmés culturellement pour accepter la domination de l'intelligence, sans la questionner, en fait. Et si nous croyons que les postes les plus importants et les privilèges doivent être distribués aux plus intelligents dans la société, ça devient un peu plus facile de comprendre pourquoi nous avons peut-être peur d'être remplacés par des machines. J'ai terminé.